bonjour et bienvenue à cette émission de Vivre Ensemble. J'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Catherine Congo qui est entrepreneure et auteure. Alors donc, bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Merci Jean-Marie Vianney de m'avoir invité. C'est un plaisir. Avant de commencer cette émission, on avait les petites discussions en se demandant, on se pose toujours la question, est-ce que nous sommes à la place qu'il faut, avec les gens qu'il faut? Et j'essayais de vous rassurer que oui, vous êtes à la place qu'il faut, parce que votre message porte. C'est important de vous inviter à vous donner la possibilité de continuer à inspirer d'autres personnes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé que c'était important de vous avoir. En tout cas, merci. Peut-être moi-même, je n'ai pas l'impression d'inspirer du monde, mais j'espère qu'on aura du bon temps dans cette discussion. Et on va avoir du bon temps parce que je pense que tout votre parcours, toute l'énergie, en tout cas la petite partie de votre vie que vous avez démontré, dont nous connaissons, peut-être qu'on va en connaître un peu plus tout à l'heure, c'est basé autour de la notion du vivre ensemble. Oui, tout à fait, la notion du vivre ensemble. Oui. Votre background, votre origine, être entrepreneur, être auteur, c'est porter les valeurs du vivre ensemble. C'est vraiment des valeurs du vivre ensemble, c'est des valeurs de communauté, c'est des valeurs de respect mutuel, n'est-ce pas? C'est des valeurs de prendre l'autre pour ce qu'il est, n'est-ce pas? Avec ses talents, avec ses qualités, avec ses audaces, mais aussi avec ses limites, avec ses faiblesses, c'est-à-dire accepter l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est, vraiment sans a priori, sans préjugés, embrasser vraiment l'autre comme quelqu'un qui est comme moi, qui a juste besoin de se réaliser dans la vie, les mêmes aspirations, on a les mêmes besoins. Et puis, je crois que c'est ça un peu le vivre ensemble, c'est de voir en l'autre une partie de moi et d'accepter l'autre tel qu'il est sans le rejeter. Donc, pour moi, c'est quelque chose vraiment qui est essentiel à la vie. Cette volonté du soi, de la rencontre du soi avec l'autre, qu'est-ce que ça vous part ça part à partir d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Je pense que déjà dans mon parcours personnel, moi j'étais quelqu'un qui dès l'enfance, j'ai été confrontée à des voyages. Dès l'enfance, mon papa voyageait beaucoup. Donc, je suis née dans une communauté musulmane, par exemple. Alors, donc, c'était pas ma tribu ou mon ethnie d'origine. Il fallait embrasser l'autre, il fallait apprendre la langue de l'autre, il fallait accepter les autres et puis laisser les autres aussi nous accepter parce que c'est un chemin à deux voies. D'accord? Donc, l'autre fait un chemin vers le pas vers moi et moi aussi, je dois faire le pas vers l'autre. Donc, dès l'enfance, ça a été ça. J'ai grandi dans une communauté musulmane dans mon pays d'origine, le Cameroun, Et puis après, mon papa voyageait beaucoup. J'ai été à l'étranger dans plusieurs pays avec notre papa parce que plus il voyageait dans le cadre de son travail et il nous amenait toute la famille avec lui. Donc ça fait que très tôt, j'ai embrassé le multiculturalisme. J'ai aussi très tôt eu conscience de mon identité parce que je pense que quand on parle de vivre ensemble, ça part d'abord d'être conscient de sa propre identité, mais aussi s'ouvrir aux autres identités. Elles sont plurielles. Ça peut être des questions d'âge, ça peut être des questions de genre, ça peut être des questions d'ethnie, de couleur de peau, de langue, de religion. C'est vraiment infini. Donc, très tôt, moi, j'ai été ouverte à ce genre de réalité. J'ai compris que le monde était vraiment divers et varié. Et il n'y avait pas qu'une seule façon d'être, il n'y avait pas qu'une seule identité. Chacun de nous, nous portons en nous plusieurs identités, à nous-mêmes déjà. En effet. Alors, donc, comme enfant, il y a des images, nous on aime les anecdotes à cette émission, il y a des images qui nous reviennent et qui ne nous quittent pas. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques images qui ont forgé cette énergie, ces valeurs du vivre ensemble et que vous pensez que ces images vous suivent jusqu'aujourd'hui? Moi j'ai plein d'images, je ne sais pas laquelle choisir, mais je me rappelle quand j'étais en deuxième année du collège, le secondaire ici, deuxième année secondaire, alors j'étais dans une classe où j'étais la seule femme. La partie nord du Cameroun, j'étais la seule fille. Et j'étais dans une classe où il y avait beaucoup de garçons brillants. Ils étaient brillants en mathématiques, en toutes les matières scientifiques. Moi, j'étais zéro. Le truc, c'est que, comme ils étaient tous de la même ethnie, pratiquement, j'étais dans un coin vraiment très reculé du nord Cameroun, ça s'appelle Guidigis. Alors, voilà, Guidigis, vraiment, c'est à l'extrême nord du Cameroun. Donc. Alors, mes camarades de classe, ils faisaient les cours dans leur langue maternelle qui s'appelle le tout pourri. Et moi, je ne parlais pas tout pourri. Alors,
j'étais là, seule femme. Je n'étais pas tout pourri. Ouais. Et il fallait bien que je révise mes leçons avec eux pour pouvoir passer les examens de fin d'année. Et tu ne peux pas savoir comment c'était. Alors, ils expliquaient les mathématiques en tout pourri, ils faisaient tout en tout pourri. Et moi, je suivais juste les signes mathématiques égales, division. Et puis, tu sais quoi, à la fin de l'année, on a tous eu de très bonnes notes et on a tous validé nos examens. Qu'est-ce que moi j'ai retenu de ça, c'est qu'en réalité, parfois, le langage qu'on parle n'est même pas très important. C'est le sentiment d'appartenance qui est plus important que tout. Parce que je me sentais acceptée, je me sentais aimée par mes camarades, même s'ils n'étaient pas la même tribu que moi, même s'ils étaient des garçons et que j'étais la seule femme. Ils m'avaient encadrée, ils m'avaient acceptée. Et résultat des courses... Pour eux, les différentes apparences n'y étaient pas. Donc, je me suis sentie à l'aise, j'ai été acceptée dans cette classe et j'en fais partie. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes amis. Tous mes camarades de classe et moi, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes amis. Quoi, 20 ans, 30 ans plus tard, nous avons gardé des liens très forts. Et ça, là, c'est fondamental. C'est fondamental, c'est fondamental. Parce que lorsqu'on parle de vivre ensemble, ce n'est pas juste des choses théoriques, ce n'est pas d'aller avec des grandes idées institutionnelles, aller chercher... C'est vrai qu'il y a des choses à faire au niveau systémique, tu vois. Il y a des combats à mener contre, par exemple, le racisme systémique. Par exemple, ici au Canada, il y a des luttes comme ça à mener, c'est vrai. Mais ça vient aussi au niveau du quotidien, comment on se sent les uns avec les autres. Comment est-ce que je mettrais mon alter ego à l'aise, qu'il se sente accepté dans ce qu'il est, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas de préjugés vis-à-vis de ce qu'il paraît ou bien ce qu'il est, et vice-versa. Donc c'est important, le milieu dans lequel on opère, la réalité dans laquelle on est, que ce soit dans le milieu sportif, que ce soit dans le milieu entrepreneurial, que ce soit dans le milieu de la littérature, de l'éducation. Nous sommes toujours confrontés à ces réalités de vivre ensemble et il faut y trouver des réponses. C'est ce que vous êtes en train de partager avec nous. C'est ça, il faut trouver pas seulement des réponses, mais il faudrait, je pense, que chacun à son niveau, même si c'est un tout petit peu, c'est déjà beaucoup, que chacun fasse l'effort, n'est-ce pas, d'aller vers l'autre, non pas pour le détruire, non pas pour le juger, non pas pour le rejeter, mais pour l'accepter, pour le comprendre. Et puis aussi, nous sommes redevables, n'est-ce pas, de ce que nous léguons à nos enfants. En effet. N'est-ce pas? De ce que nous léguons comme monde, comme terre, en termes d'environnement, nous sommes redevables. Qu'est-ce que nous allons léguer à la prochaine génération? Parce que le vivre ensemble, c'est tout cela. C'est cette harmonie qu'on voudrait créer entre toi et moi, par exemple, entre la communauté tout entière, mais également avec comment on gère la terre qui nous accueille, par exemple, la terre canadienne qui nous accueille, et qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants demain comme valeur pour qu'ils continuent cette harmonie, qu'ils la perpétuent, tu vois, c'est un peu ça. Et donc, vous avez parlé de votre réalité du Cameroun, du Nord Cameroun, à la terre canadienne. Cette transition, cette décision-là se passe comment? En fait, moi, quand je suis arrivée au Canada, je suis venue pour faire des études. Je suis venue comme étudiante internationale. Donc, je faisais un doctorat. Moi, c'est étranger à l'époque, ça s'appelait étudiant étranger, effectivement. Donc, moi, je suis venue pour faire des études de doctorat. Je faisais un doctorat en administration publique à l'Université d'Ottawa. Donc, parfois, à l'université, je disais à mes camarades de classe que c'était la décision la plus folle que j'ai jamais prise. Elle m'a semblé la plus irrationnelle qui soit. Parce que quand j'étais au Cameroun, je travaillais dans l'administration et j'étais pas mal lotie. Mais j'avais envie d'un plus, j'avais envie de donner un sens à ma vie, tu vois. Parce qu'il arrive un moment dans la vie, il manque quelque chose, tu vois. Il manque une petite chose. Une petite chose, un petit ingrédient, quelque chose, une petite épice, là, tu vois. Dans la sauce, Il faut une petite épice qui fasse la différence dans la sauce. Donc, j'ai pris cette décision et certains de mes amis au Cameroun et partout n'ont pas compris pourquoi j'avais pris une telle décision. Je dis, mais c'est fou de repartir à l'école à 30 ans et plus, là, tu vas faire un doctorat. Et puis, tu n'as même pas de visibilité à l'horizon. Alors, j'ai dit, parfois, les décisions les plus irrationnelles qu'on prend, parfois, c'est les meilleures. Parce que déjà, ça appelle à notre foi. Moi, je suis quelqu'un de croyant, de spirituel. Je pense que parfois, il faut faire un saut dans le vide pour se retrouver soi-même. Donc, pour moi, c'était déjà ça. Venir faire ces études. Donc, je suis venue au Canada pour cela. Et après, je suis restée. Je suis restée parce que j'ai trouvé une terre accueillante. J'ai trouvé une terre où je pouvais m'exprimer totalement, je pouvais exprimer mon potentiel. Mais j'ai aussi trouvé une terre où je pouvais voir grandir mes enfants, installer ma famille, etc.
Donc, j'ai trouvé que c'était un bon endroit pour s'établir. Et puis, j'ai trouvé que la société canadienne est assez ouverte en termes de culture. Le Canada, d'abord, c'est un pays connu au plan mondial, comme un pays multiculturel, son bilinguisme et tout. Moi, ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Le bilinguisme, le multiculturalisme, ça me tient à cœur. Est-ce que la transition entre votre pays natal et le Canada, qui ont des similarités quand même, deux pays bilingues, Commonwealth, francophonie, multiculturel dans le sens ethnique au Cameroun, 300, plus de 300 différentes tribus. Ethnie, oui, c'est ça. Et ici, où on est un pays monde, mais pour certains qui viennent dans des cultures peut-être autres, plus mono, où ici il n'y a pas cette grande diversité-là, ils peuvent se dire c'est beaucoup plus facile pour vous. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était beaucoup plus facile ou les défis sont les mêmes, les remises en question sont les mêmes? Je ne dirais ni oui ni non, parce que ce n'est ni facile ni difficile. Je crois que c'est des parcours personnels. Parce que c'est vrai que le Cameroun est un pays, on appelle le Cameroun une mosaïque de culture. Et moi, je disais, dans mon enfance, j'ai été confrontée à cela. Donc, j'ai très tôt embrassé la diversité dans mon enfance. Mais le Canada aussi a ses réalités, n'est-ce pas? Il y a des réalités climatiques déjà pour commencer. Il y a des réalités historiques au Canada, des réalités géographiques dont on ne peut pas faire l'économie. C'est un pays grand, vaste. C'est un pays où parfois on peut ressentir beaucoup de solitude, n'est-ce pas? Donc, tout cela... ça prend vraiment une équation personnelle pour savoir comment tu composes avec ces réalités-là, comment tu te construis toi-même à travers ces réalités-là, comment tu les intègres pour t'adapter aussi. En effet. Donc, pour moi, ça n'a pas été très compliqué. Je suis quelqu'un de très ouvert déjà vers l'autre. Et je pense que ça vient aussi du Cameroun, de l'héritage du Camerounais que j'ai en moi. C'est déjà ça. Mais aussi, ça vient aussi des voyages que j'ai pu faire à travers l'Europe, les États-Unis et tout. Donc, pour moi, c'était comme... Si j'ai décidé de m'installer ici, je m'adapte et puis j'embrasse ma nouvelle identité, ma nouvelle... À bras le corps, tu vois. Je fais ce qu'il faut faire pour m'installer et puis vivre tout simplement et me réaliser. Alors, vous avez bien fait. Écoutez, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, on gagne en vous écoutant partager votre parcours. Mais en fait, excuse-moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas toujours attendre qu'on te déroule un tapis rouge, que tout soit facile. Parce que quand tu décides d'immigrer, tu mesures les conséquences que ça emporte, n'est-ce pas? Et puis tu dis, d'accord, j'ai pesé le pour et le contre, et puis je me jette à l'eau. C'est là où je vais vivre, je vais tout faire pour réussir ma vie là-bas. Et puis, de toute façon, à un certain âge, tu n'as plus le temps de faire encore un retour en arrière pour commencer. Il faut continuer. Et advienne que pourra, tu vas gérer les situations qui se présentent, tu vas faire du mieux que tu peux pour affronter ces situations. Je pense qu'il faut aller avec un esprit positif et puis les affronter. Et cet esprit positif va nous amener à la pause. Et donc, pour ceux qui sont en train de nous écouter à la maison, donc on prend une courte pause et on revient tout de suite avec Madame Catherine Congo, donc, qui est entrepreneure et auteure. Et donc, on va parler de l'autre dimension du vivre ensemble avec elle. Ne quittez pas, on revient tout de suite après la pause. Alors, rebonjour et bienvenue donc à Vivre Ensemble. Donc, je suis toujours accompagné de Madame Catherine Congo, donc entrepreneur et auteur. Donc, on va parler de côté de ce volet entrepreneurial et puis la dimension de l'auteur et surtout toujours dans le contexte du vivre ensemble. L'entrepreneuriat au féminin se conjugue comment? Comment le vivre ensemble se conjugue avec l'entrepreneuriat au féminin? Là encore, c'est une aventure personnelle, je dirais. Parce que ce que je vais dire, c'est peut-être pas quelque chose à généraliser. C'est peut-être mon expérience à moi. Donc, quand j'ai fini mes études, donc moi, j'ai créé mon cabinet de consultation. Donc, je fais dans la consultation en gestion et en évaluation des projets, des programmes, etc. Avec plusieurs autres, je travaille avec plusieurs autres consultants. On fait une bonne équipe là, de consultants. On a plusieurs consultants de différentes disciplines. Alors, voilà, donc là, c'était une aventure personnelle. Et là encore, j'ai encore des anecdotes à raconter. Parce que toujours, on est lorsque j'ai créé le cabinet, la firme de consultation, j'avais du mal à trouver des femmes, par exemple. Parce que je me disais, je suis une femme,
je suis francophone, mais moi, je suis plutôt bilingue. Hein, donc, mais je cherchais quand même des femmes qui pourraient m'accompagner dans l'aventure. Je suis désolée de dire qu'il y a beaucoup qui ont eu peur, entre guillemets. Elles se sont dit non, c'est un peu fou de s'aventurer comme ça. Un volet masculin. Et puis, il y a beaucoup de risques. On ne voit pas bien. Essaye de commencer toute seule et puis après, on verra si on pourra te rejoindre. On se met en périphérie. On se met en périphérie et puis on va observer si ça marche. D'ici, chemin faisant, on verra si on... Une attitude humaine. Hein? C'est humain, c'est humain. Il faut comprendre les gens. Donc, ça fait comme 3 ans que je suis là-dedans. Et je n'ai pas toujours eu le feedback de beaucoup de femmes. Donc, dans le cabinet, j'ai eu la chance de travailler avec une fois. Et ça s'est très bien passé. Mais la plupart du temps... le vivre ensemble, c'est vraiment une femme au milieu d'hommes. Le vivre ensemble aussi dans l'entrepreneuriat où moi je suis, dans le domaine où je suis souvent la seule femme au milieu d'hommes, je suis souvent la seule francophone au milieu d'anglophones, etc. La seule noire, j'ai bien noire au milieu d'autres personnes. Alors, on leur lance le message. Là, oui, mais c'est ça. D'écouter l'émission. Il faudrait que plus en plus se lancent. C'est une aventure exaltante. On ne perd rien. Oui, on ne perd rien. On gagne plutôt en expérience. Bien sûr. Et puis, ça fait plaisir de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures. Moi, je travaille à partir d'Ottawa, mais très souvent, j'ai des clients, des agences qui sont à l'international ou même de l'ouest, du côté ouest du Canada, où je n'ai pas encore mis les pieds. Dans des provinces où je n'ai pas encore mis les pieds, je parle avec des gens qui sont au Nunavut, à Saskatchewan. Et la technologie aujourd'hui permet... Avec la technologie. Et tu sais, l'avantage, c'est quoi? Ça me permet de découvrir le Canada profond. En effet. Le Canada profond. Je discute avec des gens qui viennent de partout. Or, moi, je n'ai pas encore fait le tour du Canada. Je n'ai même pas encore fait le tour de l'Ontario. On vous le souhaite. Et je souhaite bien le faire. Mais je veux dire, ça m'ouvre beaucoup d'horizons. Ça me rend tellement humble et j'apprends énormément. J'aime ce travail. Je suis passionnée par cela. Parce que j'apprends énormément. Chaque jour, quand j'ai un nouveau client ou un nouveau projet, je découvre le Canada, je découvre des personnes charmantes, je découvre une infinie comme la diversité dans toute sa beauté, dans toute sa beauté et sa splendeur. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je pense que si j'étais dans un travail plus classique, dans une administration, je serais moins ouverte au vivre ensemble. Mais mon travail au quotidien me donne la chance de rencontrer des personnes formidables à travers le Canada, à travers le monde. Nous avons dépeint le vivre ensemble dans son aspect beaucoup lucratif, dans le bon sens. Mais il y a quand même, on a parlé un peu de ça aussi, des défis au sein du vivre ensemble, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. Est-ce qu'il peut y avoir les zones d'ombre du vivre ensemble, d'après vous, les limites seraient que vous avez observées avec vos propres lunettes, votre réalité? Moi, je ne dirais pas zone d'ombre, parce que l'expression zone d'ombre, ça me rend sombre aussi. Donc, je préfère parler des défis. Les défis, défis, je pense qu'ils sont là. Mais comme j'ai dit une fois, c'est les défis d'abord systémiques. Le racisme est là. On ne va pas se voiler la face, n'est-ce pas? Il y a du travail qui a été fait, il y a des bonnes choses qui ont été réalisées dans ce pays, mais ils pensent qu'on peut encore, il y a de la place pour faire plus, pour faire mieux. En termes de représentation des personnes racialisées, des personnes en quête d'équité. Je parle des personnes en quête d'équité parce que c'est plus vaste que la race, n'est-ce pas? Ça concerne les femmes, ça concerne les hommes, ça concerne les Noirs, ça concerne toutes les personnes qui sont en quête d'équité. Donc, au niveau systémique, il y a encore des choses à faire. Dans les institutions, n'est-ce pas? Il y a des choses à faire même au niveau des organisations gouvernementales. Quand je parle du Sénat, je parle du Parlement, des choses comme ça. Ils doivent prendre des mesures fortes, n'est-ce pas, pour montrer que quand on parle de vivre ensemble, ce n'est pas seulement une case qu'on coche. Et puis on va parler d'intégration, on coche la case et puis on dit les Noirs sont là. Non. Et ce n'est pas juste du politiquement correct qu'on doit faire. Ça doit être des mesures fortes, concrètes, n'est-ce pas, qui font une différence dans la vie des gens. Ça, ce sont des choses systémiques. Mais aussi au niveau même individuel, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle les micro-agressions, il y a ce qu'on appelle le rejet, n'est-ce pas? Le harcèlement, les choses comme ça. C'est des choses concrètes que des personnes vivent. Je pense qu'il faut qu'on adresse ces questions-là chaque fois qu'elles se posent. On ne doit pas se voiler la face. Il faut, par exemple, dans une organisation, qu'il y ait des moyens de se plaindre. Si quelqu'un est victime d'une micro-agression ou de harcèlement ou d'intimidation, que la personne ait des procédés en place pour que la personne puisse les exposer et que les personnes qui sont à l'origine de ces comportements-là soient vraiment exposées. Parce que si tu es dans une organisation... Moi, je vais te dire une chose, encore une anecdote. Parce qu'on est dans les anecdotes. On est les anecdotes. Tu vois, dans mon travail, un jour, j'ai réalisé
des projets, une étude pour une organisation. Oui. J'en ai fait plusieurs, mais celle-là, je vais te donner juste un cas. Oui. Il y a les études EDI, c'est très en vogue maintenant, les études sur l'équité, la diversité, l'intégration. Ouais. Mais tu sais, à la fin de la journée, ce qui se passe, c'est que on a fini les sondages du personnel et le management n'a pas aimé les résultats du sondage. Ah ouais. Ils n'ont pas aimé. Pourtant, c'est eux qui ont commandé l'étude. Et pourtant, c'est eux qui ont commandé l'étude. Ah. Mais l'étude dépeignait une situation vraiment alarmante, pour ne pas dire catastrophique, en termes d'équité, de diversité et d'intégration. Alors, tu sais ce qu'ils m'ont demandé de faire? Ils m'ont dit, est-ce que tu peux modifier les chiffres pour que ça ne présente pas si mal la structure. Notre structure, je lui ai dit, mais désolé, là, moi, mon intégrité professionnelle m'interdit de le faire. Mon éthique professionnelle m'interdit de le faire, parce que c'est la réputation du cabinet qui est en jeu. En effet, Alors, moi, je vous livre les résultats. Après, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Si vous voulez les réduire, ça sera votre responsabilité. Donc, si je comprends bien ce que tu vois, c'est pour te dire à quel point, parfois, même au niveau des organisations, il y a ce genre de tripatouillage-là. On veut être juste politiquement correct, mais on ne veut pas s'attaquer aux causes profondes qui, en fait, c'est ça qui cause le mal-être des personnes. Et puis, on parle de stress au travail, on parle de beaucoup de santé mentale. Et ils n'ont plus envie d'aller au travail parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans leur travail. C'est des micro-agressions chaque jour dans les réunions. Écoute, si je te montrais les résultats de ce sondage-là, mais tu tomberais des nues parce que c'est une grosse boîte au sein de la capitale nationale. Alors, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je suis que consultante. J'ai fait une analyse, je propose des solutions et puis je laisse le leadership de l'organisation en question. Vous faites votre part et puis dans la réalité que vous êtes en train de décrire, je vois une grande table où je me dis qu'il y a des places manquantes. Il y a des places manquantes. Et donc, il faut les combler. Il faut les compléter. Que tout le monde soit assis autour de la table. Il faut les combler absolument. Et ça prend chacun de nous. Chacun de nous doit faire la part des choses. Si c'est mon attitude, par exemple, qui fait en sorte que les autres ne se sentent pas à l'aise avec moi, il faudrait que je questionne aussi mon attitude, que je m'interroge. Comment est-ce que je peux faire pour que mes collègues de service, mes voisins même au quartier, n'est-ce pas? Si je suis quelqu'un qui est toujours sombre, je te disais, j'aime pas le mot sombre, ombre et tout ça, parce qu'il y a des gens qui vivent dans leur bulle, tu vois, et puis après, ils vont se plaindre. Ça nous concerne aussi, nous, surtout les personnes immigrantes qui arrivons, on veut rester dans un cocon communautaire, et puis après, on se plaint que les autres ne nous acceptent pas. Écoute, on n'a pas assez de place, on n'a pas assez de place, on n'a pas de siège. Mais attends, qu'est-ce que tu as fait pour que ça change? Est-ce que tu es sorti de ton groupuscule communautaire, de ta petite bulle communautaire pour aller vers l'autre? Qu'est-ce que tu as fait pour savoir ce qui se passe, par exemple, dans telle Première Nation ici, tel groupe? Rien. Et nous avons nous avons une expression ici au Canada, on dit il faut que tu te tires une bûche. Alors, tu te rapproches de la table. Tire-toi une bûche. Viens t'asseoir et approche-toi de la table et puis viens manger quelque chose. Ben, c'est ça. Mais comment vous faites le parallèle entre entrepreneuriat et trouver le temps pour écrire? Ben là, c'est... un roman. Je pense que, non, en fait, je n'ai pas de parallèle à faire. Parce que moi, j'écris depuis longtemps. Depuis longtemps, j'écris depuis que je suis enfant, en fait. C'était mon passe-temps favori d'écrire, de lire et d'écrire. Alors, dans ma machine, j'ai presque une dizaine de romans que je n'ai pas encore finalisés, mais ils sont là depuis longtemps. Le dernier est publié, c'était Paula et Silla, c'était un roman que j'ai publié cette année d'ailleurs. Et l'histoire à l'intérieur, allez, racontez-nous. L'histoire, mais je t'encourage à acheter le livre d'abord. Paula et Silla, c'est en vente sur Amazon. J'ai vu la préface oui, en fait, l'histoire de Paula et Silla, c'est l'histoire de deux femmes immigrantes déjà. Elles arrivent au Canada. Et puis, elles se rencontrent autour d'une passion qui est la danse classique. Et Paula devient comme le mentor, la mentor de Silla. Et à partir de là, leur parcours est lié, intrinsèquement lié. Elles vont connaître des hauts et des bas, des aventures heureuses et aussi malheureuses. Et à la fin de l'histoire... Laisse-moi te dire ça, je ne vais pas te dédire. À la fin de l'histoire, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas l'histoire que je raconte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça prend vraiment de la volonté personnelle, ça prend des valeurs personnelles, moi je dirais même des valeurs spirituelles, personnelles, pour s'en sortir. Peu importe où tu es, il faut être enraciné, il faut avoir des fondamentaux dans ce à quoi tu crois le plus. Ce sont des valeurs. Pour moi, c'est des principes spirituels auxquels chacun de nous a besoin de ça. Parce que quand ça va mal,
tu as besoin de t'accrocher sur ta spiritualité pour avancer. Il faut se donner les moyens pour avancer. Pour tenir bon. Face à l'adversité, c'est ça. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu véhiculer comme message. Parfait. Intervenant, parce que c'est intéressant la conversation que nous avons sur le vivre ensemble. Et en une minute, pour vous, un objet qui symboliserait une chanson qui symboliserait un homme, une femme qui vous marque par rapport aux valeurs du vivre ensemble, ce serait quoi? Valeurs du vivre ensemble. Une personne, ce serait Angélique Kidjo. C'est une grande chante de Madame Kidjo. Je l'adore. Et c'est une dame que je trouve, elle est symbolique de vivre ensemble. Elle parle bien. Elle parle bien, elle est rayonnante, elle n'est qu'éclat et splendeur. Pour moi, elle est le vivre ensemble incarné. Une chanson? Pas une chanson d'elle? Si je commence à chanter, je pense que tous les spectateurs vont zapper. Je ne suis pas très bonne à la chanson. Mais Angélique Kidjo, pour moi, elle incarne le vivre ensemble. La voix d'Angélique Kidjo, ses chansons, tout vibre au diapason de l'humanité. L'humanité, c'est ça, le vivre ensemble. Une image aussi? Une image, ce serait quoi? Moi, une image du vivre ensemble, pour moi, ce serait un restaurant. Un restaurant où chacun arrive, tu passes ta commande, mais tu ne te soucies pas qu'il y a à côté de toi. Mais si jamais tu passes à côté de la personne, tu pourrais dire bonjour, parce que vous êtes dans le même restaurant. Vous êtes embarqués dans le même bateau, en fait. La Covid nous a montré ça. On est dans le même bateau, tu vois. Si ça va mal pour toi, ça va mal pour moi, forcément. Si tu es malade, tu es malade. Un objet, vivre ensemble, ce serait quoi? Ce serait une pirogue. Une pirogue, oui. Parce que moi, je viens d'un peuple de l'eau, le peuple Sawa. Et nous, on est des peuples côtiers, des peuples de la côte. Donc la pirogue, c'est vraiment un moyen de communication entre les deux rives d'un fleuve, n'est-ce pas? C'est aussi là qu'on connaît qui est son ami et qui ne l'est pas. Parce qu'il y a parfois des tempêtes qui se lèvent. Voilà. Il faut travailler ensemble. En tout cas, merci encore infiniment, Madame Catherine Konko, d'être passée à notre émission. Il faut rappeler que vous êtes entrepreneur et auteur. Et nous, on vous remercie d'avoir écouté l'émission et on vous demande de continuer à rester à l'écoute des programmes de Rogers. À la prochaine. Au revoir. Merci. Merci.